Alors là, je suis sur le site de Roger Mansuy, donc www.rogermansuy.fr/hx2 et dans le chapitre structure algébrique, là que j'ai pris ici. Voilà, donc ça fait pas de mal de regarder des structures algébriques à un niveau vraiment basique, c'est-à-dire un petit peu de groupe, encore surtout abélien, et d'anneaux et de corps, voilà, et des petites choses pour se mettre en confiance. Voilà. Alors, l'ensemble des racines n de moins 1 est un groupe pour la multiplication. Alors non, évidemment, c'est pas stable par multiplication, hein. Quand on multiplie deux racines n de moins 1, ça fait une racine n de 1 plutôt. Donc c'est faux. Entre parenthèses, c'est peut-être une classe, d'accord? C'est ce qu'on appelle une classe modulo les racines énièmes de l'unité. C'est-à-dire quand on en a une de racine énième de moins 1, ben, on obtient toutes les autres en multipliant, alors à gauche et à droite, ou à droite, puisque c'est commutatif. Donc c'est une classe à gauche ou une classe à droite. Dans le groupe C étoile, je suis en train de parler de classe, je devrais préciser dans quel groupe, hein, C étoile multiplié. Et donc il y en a un sous-groupe, c'est le sous-groupe des racines énièmes de l'unité. Et l'ensemble des racines énièmes de moins 1, c'est une classe modulo ce groupe-là. Hein, donc, pour résumer, c'est l'ensemble constitué d'une racine énième de moins 1 multipliée par toutes les racines énièmes de 1. L'ensemble des fonctions de classe C infini de 0,1 dans R est un groupe pour l'addition. Bah, oui, évidemment. En fait, c'est un sous-groupe des fonctions de 0,1 dans R pour l'addition. Et pour montrer que c'est un sous-groupe, bah, il suffit de montrer que c'est non vide, stable par l'addition et, stable par l'inversion, ben, l'inversion, l'opposé. Donc ça, c'est assez évident par des théorèmes classiques. UD est un sous-groupe de UN si et seulement si D divise N. Alors si D divise N, bon évidemment toute racine dième de l'unité, donc ça c'est UD, c'est le sous-groupe des racines dième de l'unité dans C étoile. Hein. Alors donc oui, si D divise N, bah, toute racine dième de l'unité est racine nième de l'unité, c'est évident. Et réciproquement, si c'est dedans, bah, c'est par Lagrange, parce qu'il y en a n là-dedans. Donc il faut, le cardinal de UN est égal à n, donc par Lagrange, il faut que D, l'ordre d'un élément, divise l'ordre du groupe, et même je dirais l'ordre d'un sous-groupe divise l'ordre du groupe, donc D doit diviser n. Mais c'est marrant que ce soit Lagrange ici. Les sous-groupes finis de ces étoiles sont les UN. Oui, bah, toujours par Lagrange. Hein, Alors on a que si on prend un sous-groupe fini de ces étoiles, et ben forcément chaque élément est une. Donc s'il est cardinal n, chaque élément est une racine énième de l'unité, et il y a justement exactement n racines énième de l'unité, donc c'est UN. Voilà. Donc là c'est vrai. L'ensemble vide est un sous-groupe de Z. Non, l'ensemble vide n'a pas de structure. C'est dommage parce qu'il vérifie tous les éléments de l'ensemble vide, vérifie tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que c'est un garde-fou d'éviter hein, qu'un ensemble soit l'ensemble vide avant de lui donner une structure. Le seul sous-groupe de Z contenant 1 est Z, ben oui, parce que si on a 1 dans un sous-groupe, alors il y a moins 1, il y a 2, il y a moins 2, etc. Et il y a tout Z. Donc ça c'est vrai. Un groupe fini est abélien, ben, c'est évidemment faux. Vous prenez Sn pour n strictement supérieur à 2, donc le groupe des permutations d'un ensemble à n éléments, et c'est pas abélien, donc c'est faux. L'ordre d'un élément d'un groupe fini et l'ordre de son groupe engendré, oui. Oui, 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 oui. C'est pour ça qu'on appelle le cardinal d'un groupe son ordre.
C'est pas tout à fait évident à démontrer, il faut quand même regarder l'ordre, on regarde l'ordre du sous-groupe engendré, et dans un premier temps, on a l'impression que c'est bien l'ordre de l'élément, mais il faut vérifier que le sous-groupe est constitué d'éléments distincts. S'il est d'ordre n, l'élément x, alors vous allez voir ex jusqu'à xn-1, et on voit bien que xn est égal à e, donc il n'y en a pas plus. Mais en même temps, il faut vérifier, et ça c'est l'erreur classique, que les xi, i allant de 0 à n-1, sont bien 2 à 2 distincts. Et ça c'est parce que l'élément x est bien d'ordre n, et non pas simplement que xn égale e. L'ordre d'un élément G d'un groupe fini est le plus petit entier n dans n, tel que Gn égale E. Ben non, parce qu'il faut que ce soit dans n étoiles. Ça, c'est faux. Si x et y sont des éléments d'ordre m et n qui commutent, alors xy est d'ordre mn. Alors, non, c'est faux, parce que vous prenez un élément d'ordre 2 et lui-même, vous prenez x égale y d'ordre 2, bah, ils commutent évidemment, ils sont d'ordre mn, et pourtant xy, x fois y, et c'est e, puisque c'est xx, donc c'est d'ordre 1. Donc c'est pas 2 fois 2, 4, hein, d'accord, donc c'est archi faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si x et y commutent d'ordre m et n, et que m et n sont premiers entre eux, alors c'est un petit exercice de montrer que xy est bien d'ordre mn. Donc il faut écrire xy puissance k est égal à e, ça fait xk est égal à y puissance moins k. Et étant donné que m et n sont premiers entre eux, le sous-groupe engendré par x intersecté avec le sous-groupe engendré par y est trivial, par Lagrange. Voilà. En gros, c'est ça l'épreuve. Un groupe d'ordre 4 est cyclique, ben non, vous avez le groupe de Klein, hein, z sur 2z croix z sur 2z, il n'est pas du tout cyclique, tous ces éléments sont soit neutres, soit d'ordre 2, ça c'est faux. Un groupe d'ordre 7 est cyclique, ben oui, parce que par Lagrange, tout élément différent de E et de cardinal, d'ordre, qui divise 7, et si l'élément est non neutre, ça veut dire que l'ordre est différent de 1, et donc l'ordre est exactement 7, donc ça devient un générateur, donc ça c'est vrai. Un groupe d'ordre premier est cyclique, c'est vrai pour la même raison. Ce qui est vrai pour 7 ici est vrai pour n'importe quel nombre premier. Un groupe cyclique est d'ordre premier, ben non, vous prenez z sur 4z, il est cyclique, puisque c'est z sur 4z, il est engendré par la classe de 1, et il est d'ordre 4 qui n'est pas premier, donc ça c'est faux. Un groupe monogène d'ordre infini est isomorphe à z, oui. Un groupe monogène, soit il est fini, dans ce cas-là il est cyclique, c'est z sur nz, où n c'est son ordre, soit il est infini, dans ce cas-là c'est isomorphe à z. On le fait par isomorphisme, si on appelle G ce groupe, on construit à partir d'un générateur de G un morphisme de Z dans G qui a, on va dire, n donne A puissance n, et il est surjectif parce que A est générateur, et ensuite il va être injectif parce que sinon, s'il avait un noyau non trivial, G serait fini, par le théorème d'isomorphisme. Donc ça c'est vrai. UN est cyclique pour tout n dans n étoiles, bah oui, parce qu'on a une racine primitive, nème de l'unité, on a vraiment, on a toujours une racine primitive de l'unité nème, donc elle engendre tout le groupe. Le groupe U2 croix U3 est cyclique, alors attention, U2 croix U2 ne serait pas cyclique, mais U2 croix U3, bah, il va posséder, d'après, bon, U2 est isomorphe à Z sur 2Z, U3 à Z sur 3Z, et par le lemme chinois, Z sur 2Z croix Z sur 3Z est isomorphe à Z sur 6Z, parce que 2 et 3 sont premiers entre eux, donc effectivement, Z sur 6Z, c'est cyclique. La valeur absolue est un morphisme de groupe, entre là et là, bah oui, ça va vérifier,
La valeur absolue de 1, c'est 1. Valeur absolue de x, y est égale à la valeur absolue de x fois valeur absolue de y, et ça va bien dans R plus étoile. Donc, ça, c'est vrai. L'application, bon, 1515 log de x est un morphisme de R plus étoile multiplie dans R plus. Bah déjà, log de x, ça va être un morphisme, puisque ça transforme. Bon, déjà, le log, il est bien défini sur R plus étoile. Le log transforme la multiplication en addition, dans R, et multiplié par un nombre quelconque, bah, c'est un morphisme par distributivité, un morphisme du groupe, un endomorphisme en quelque sorte, hein, du groupe R+. Et donc ça va être vrai parce que la composée de deux morphismes, c'est un morphisme, donc là c'est vrai. L'image d'un morphisme de groupe est un sous-groupe, oui tout à fait. C'est stable par multiplication, parce que phi de x et phi de y est égal à phi de xy. C'est stable par inversion, parce que phi de x moins 1, c'est phi de x moins 1. Voilà, donc ça c'est vrai. La composée de deux morphismes de groupe est un morphisme de groupe. Oui, ben on en a parlé tout à l'heure. Ça se vérifie facilement. Soit ρ la rotation du plan de centre O et d'angle 2π sur 3, le noyau du morphisme de groupe de là vers là. Alors ça c'est Z, ça c'est les isométries du plan complexe, qui à K donne ρ puissance K. Ben oui, alors d'abord 3 est dans le noyau, puisque ρ3 égale l'identité, l'élément neutre ici. Et puis maintenant, bah, 3 c'est le minimal non nul du noyau, parce que ρ1 et ρ2 ne sont pas égaux à l'identité. Hein. Donc bah, on va avoir tout 3z qui va être dans le noyau, et réciproquement, on sait que le noyau est de la forme nz, puisque un sous-groupe de z est de la forme forcément nz, et donc n égale 3. Donc là c'est vrai. L'image d'un élément d'ordre n par un morphisme de groupe est un élément d'ordre n. Ben non, parce que ça peut être l'identité. Hein. Si le morphisme est injectif, alors pas de problème. Hein. Si le morphisme est injectif, l'ordre est respecté, l'ordre d'un élément est respecté par l'image. C'est un peu normal, hein. Mais s'il n'est pas injectif, ça peut être envoyé, un élément d'ordre n peut être envoyé vers un élément d'ordre 1, c'est-à-dire l'identité. Donc ça c'est faux. Les groupes U4 et U2 croix U2 sont isomorphes. Ben non, c'est pas la peine de chercher toutes les bijections possibles entre les deux et voir que c'est pas des isomorphismes. Il suffit de dire que si par l'absurde il y avait un isomorphisme, alors il enverrait un élément d'ordre, comme il est injectif, justement, ce qu'on vient de dire, comme il est injectif, il enverrait un élément d'ordre 4 vers un élément d'ordre 4. Or, il y a un élément d'ordre 4 là-dedans, mais il n'y a pas d'élément d'ordre 4 là-dedans. L'ensemble des fonctions de classe C1 de 0,1 dans R est un anneau commutatif. Oui, tout à fait, c'est stable par addition. C'est un sous-anneau de l'anneau des fonctions de 0,1 dans R. Stable par addition, stable par multiplication, par des théorèmes d'analyse classiques. 5 demi est un inversible de l'anneau des nombres décimaux. Alors d'abord, l'ensemble des nombres décimaux est un anneau, et 5 demi a pour inverse 2 cinquièmes, qui est aussi un décimal. Donc c'est vrai. En revanche, si on avait pris 7 demi, ben, ça aurait été un décimal, mais non inversible. Le groupe des inversibles de Z de I, c'est U2. Ben non, parce qu'il y a I dedans, et I est inversible, puisque I fois moins I est égal à 1. Et moins I est bien là-dedans. Donc ça ne peut pas être U2, en fait c'est U4. L'anneau Z2 est intègre, avec les opérations composante par composante, oui. Donc c'est bien un anneau. Hein. Bah oui, est-ce que c'est intègre? Bah non, parce que vous prenez le couple 1, 0, et vous prenez le couple 0, 1. C'est deux éléments non nuls, mais quand vous les multipliez, bah, ça fait 0, 0. Donc c'est pas intègre. Les éléments neutres de l'anneau ici sont l'ensemble vide et E. Bon bah oui, c'est bien connu.
L'ensemble vide, et c'est l'élément neutre pour la différence symétrique. E est l'élément neutre pour l'intersection. Parce que E inter n'importe quoi, ça fait le E inter A. Ça fait A pour toute partie de A. Et l'ensemble vide, différence symétrique avec A, bah, donc ça fait A aussi, parce que l'ensemble vide union A, ça fait A, et l'ensemble vide inter A, ça fait l'ensemble vide, et donc la différence entre les deux, ça fait A. Donc ça, c'est vrai. Pour tout élément x de l'anneau A, moins 1 indice A fois x est le symétrique de x pour l'addition, ben oui, c'est par distributivité, le fait que 1 moins 1, ça fait 0, etc. Donc ça, c'est vrai. Les éléments non nuls d'un anneau intègre sont inversibles. Bon, ben, c'est absolument faux. Hein. Vous prenez Z, et si vous prenez un élément différent de 1 et de moins 1, vous n'aurez que des non inversibles et pourtant non nuls. R est un sous-corps de C, ben, c'est tout à fait vrai. Q est un sous-corps de C, tout à fait vrai. Ceci est un idéal de R de X, bon bah oui, c'est non vide, ça contient 0, hein, le polynôme nul. Et c'est stable par addition, et c'est stable par multiplication par n'importe quel polynôme, donc ça c'est vrai. Alors on peut le voir aussi autrement, c'est rigolo de le voir autrement en disant bah, P de 1 égale 0, ça veut dire que P est divisible par x-1. Et l'ensemble des polynômes divisibles par x-1, bah, c'est un idéal. Bon, ça aussi, c'est l'idéal engendré par x-1. L'intersection de deux idéaux est un idéal, bon, bah, tout à fait vrai, on le vérifie facilement. Oups, voilà. Le seul idéal de A contenant un inversible est A, oui, parce que à partir du moment où il contient un inversible, X, alors il contient 1, parce qu'on peut multiplier par l'élément x-1, qui lui est dans A. Donc x-1 fois x, comme c'est un idéal, ça va être dans A. Donc 1 est dans A. 1 indice A, en quelque sorte, est dans A. Et à partir du moment où vous avez 1, bah, vous avez tout A. Donc ça, c'est vrai. Le noyau d'un morphisme d'anneau est un sous-anneau. Alors, j'ai envie de dire oui, mais je dis non, parce que là, donc il y a quelques années, ça aurait été oui, et maintenant c'est non, parce que ce qu'on appelle un anneau, c'est un anneau unitaire. Ce qui veut dire que, bon bah non, dans le noyau, il n'y a pas un, sinon ça veut dire que tous les noyaux, c'est unitaire. Donc, et puis, comme bah, ce qu'on vient de voir avant, hein, à partir du moment où un idéal contient un, il contient un inversible, et c'est tout A. Donc là, c'est absolument faux. Donc ça peut être archi vrai, comme ça peut être archi faux, selon la définition. Et comme les définitions ont changé au fil des temps, bon, la définition actuelle, c'est que c'est faux. Un morphisme d'anneau est en particulier un morphisme de groupe additif, oui, tout à fait, bon, c'est évident. Un anneau commutatif dont les seuls idéaux sont 0A et A est un corps. Alors là, oui. Alors, c'est parce que l'anneau est commutatif, il faut se servir de tout ça. Donc, ce qui manque, hein, donc quand on a un anneau commutatif, ce qui manque pour être un corps, c'est l'inversibilité, hein, pour la multiplication de tout élément non nul. Donc on prend un élément non nul x, et il faut montrer que x est inversible avec les hypothèses qu'on a ici. Donc on prend x, qui est non nul, donc ça veut dire que l'idéal engendré par x, donc qui est égal à grand A fois petit x, parce que l'anneau est commutatif, eh bien cet idéal, il est non nul, puisque x est non nul, donc c'est A. Donc ça veut dire qu'il existe un élément de grand A, qu'on va appeler x', tel que x' fois x est égal à 1, puisque 1 est dans grand A. Voilà. Donc ça, c'est archi vrai. Bon, c'est une preuve classique à bien connaître. Hein. La conjugaison est un automorphisme de corps de C. Alors c'est bizarre, oui. C'est la conjugaison. Parce que comme c'est commutatif, la conjugaison, c'est l'identité. Donc oui. Bon, c'est vrai, mais c'est vraiment évident. Ben, c'est bizarre comme question.
L'application partie réelle est un morphisme de corps de C dans R. Ça voudrait dire que la partie réelle du produit, c'est le produit des parties réelles. Alors c'est vrai pour la somme, hein, mais pour le produit, non. Hein, puisque quand on a x plus y et x' plus iy', la partie réelle du produit, c'est, si je ne m'abuse, xx' moins yy', et non pas xx'. Donc ça, c'est faux. L'application x donne moins x est un automorphisme de corps de R. Donc ça voudrait dire que, alors bon, pour l'addition, c'est compatible. Pour la multiplication, il faudrait dire que moins x fois moins y est égal à moins, parenthèse, xy. Et ça, c'est faux, parce que moins 1, donc non, hein, faux. Un corps est un anneau intègre. Bah oui, bah, tout à fait, hein, c'est un anneau, et puis il est intègre. Et un anneau fini intègre est un corps. Alors, un anneau intègre, évidemment, c'est pas un corps en général. On a comme contre-exemple Z, on vient de le voir. Mais un anneau fini, eh ben oui, ça va être un corps. Alors pourquoi? Bah parce que vous prenez un X non nul, et vous regardez, vous appelez A votre anneau fini. A, on regarde l'application qui va de A dans A de multiplication par X, qui à petit a donne X fois A. Alors maintenant, comme l'anneau est intègre, ben, ce morphisme est... Bon, d'abord c'est un morphisme, ça c'est clair. Ce morphisme est injectif, hein, parce que c'est l'intégrité de l'anneau. Et maintenant, vous avez un morphisme injectif qui va de A dans A et fini. Donc, comme c'est injectif et que c'est une endo-application, en quelque sorte une application d'un ensemble vers lui-même, et qui plus est un ensemble fini, alors c'est surjectif. Voilà, donc c'est à partir du moment où c'est surjectif, ça veut dire que 1 est atteint, donc il existe A tel que x fois A est égal à 1, voilà, et donc bon, c'est un corps parce qu'il va avoir un inverse. Alors, oui, alors bon, ouais, entre parenthèses, l'anneau n'est pas précisé commutatif, mais s'il était non commutatif, on ferait pareil, on ferait la multiplication à gauche, la multiplication à droite, ce qui fait qu'il aurait un inverse à gauche, un inverse à droite, etc. etc. Donc il n'y a pas de problème, hein. D'ailleurs, entre parenthèses, l'inverse à gauche, il serait égal, dans ce cas-là, à l'inverse à droite. Voilà, donc ça c'est vrai, et c'est terminé.